Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Trader, votre podcast dédié à l'actualité de la saga Star Wars, mais aussi à tous ces grands sujets. Aujourd'hui, pas vraiment de grands sujets puisqu'on va parler des news. Et mine de rien, ces derniers temps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a quand même quelques trucs qui sont tombés. Alors rien de vraiment très croustillant. Toujours pas de méga spoiler pour Star Wars 9 si il y en a qui nous écoutent et qui seraient un petit peu inquiets d'éventuels spoilers. Alors on rappelle, il n'y en a pas dans ce podcast. Ou alors, on met des petites balises sonores. Bref. Moi j'ai peur d'un truc avec Oui. Star Wars 9. Oui. C'est que le temps que je mixe l'épisode et qu'il sorte, on ait le titre. Ah, c'est possible. Mais en même temps, moi je pensais qu'il allait tomber lundi et aujourd'hui On est mardi. Donc voilà. Donc peut-être qu'il va pas tomber ce mois-ci de tout court parce que ça commence à être short pour janvier. Mais nous sommes dans les temps. 2 podcasts par mois, un podcast news et un podcast thématique. Le podcast thématique, c'était il y a peu de temps. C'était l'épisode des fanfactions. Et maintenant, nous passons au podcast news. Et pour en parler aujourd'hui de ces news avec moi, j'ai Jean-Baptiste. Bonjour. aka Chibou. Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va bien. T'as l'air dans une petite forme. Tu t'as fait quelques opérations de contrebanderie ce week-end, visiblement. Oh non, la contrebanderie de ce week-end ça allait, c'est qu'aujourd'hui j'ai fait 6 heures de montage. D'accord, c'est donc ça. C'est ça qui m'a un petit peu fatigué. Effectivement. D'ailleurs, si vous avez du travail à donner à JB, Bah je prends. n'hésitez pas à le sous-payer. Il y a effectivement... également plutôt effectivement voilà c'est un fait quelque part donc c'est factuel. Tu es là, Effectivement, elle est là. elle est là, c'est notre ange des lunes de Yago à nous, c'est Phobos. Ça va ou quoi? Bonjour, oui, ça va bien. Ok. T'as Très bien. rien à lui demander, rien à lui dire, tu te moques pas du fait qu'elle a pas l'air fatiguée? Non, elle a pas l'air fatiguée, elle est rayonnante comme le moteur ionique d'un TIE Fighter Advanced X1. Je fais beaucoup trop de contextualisation et je ne suis même pas sûr que ces vaisseaux tournent avec un moteur ionique. N'hésitez pas à me corriger dans la section commentaires sur SoundCloud ou iTunes ou même Spotify. S'il y a des commentaires, je ne sais pas car je n'utilise pas Spotify. Bref, nous allons passer aux news directement. Décollage, mon gros Chibou. Je suis fatigué, je suis gros aujourd'hui. Merci. Hein. C'est clair. Non mais mon gros c'est affectif. Ouais, c'est ça. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Et on commence tout de suite avec les films Star Wars et on va parler de Star Wars 9 et son absence de trailer. Voilà, tout le monde se dit « Oh mais il arrive quand le trailer République, dis-nous tout, les contrebandiers, le trailer, vous en savez plus ?» On n'en sait pas plus que vous. Une chose est sûre, c'est que ça ne devrait pas arriver au Super Bowl parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là « L'année dernière c'était au Super Bowl donc ça va être au Super Bowl. L'année dernière c'était Solo. » Et Solo avait sans doute besoin plus de soutien qu'un Star Wars 9 qui, à mon avis, peut créer l'événement tout seul et se passer d'être, accompagné de la concurrence au milieu de demi-temps. Donc je pense qu'il faudra attendre le trailer plutôt autour de la Star Wars Célébration et qu'il n'y en aura que 2, comme ce fut le cas pour The Last Jedi. Surtout que si on réfléchit globalement, Disney, je pense qu'ils ont plus intérêt à survendre Avengers sur le début de l'année et après passer à Star Wars sur la fin de l'année. Et en plus, il y aura aussi Mandalorian, il y a beaucoup de choses à faire cette année. On sait Donc qu'ils peut-être pas trop s'éparpiller. On sait qu'ils ont acheté un espace assez conséquent pour Super Bowl, mais je veux dire, maintenant, qu'est-ce qu'on a l'année prochaine, enfin cette année maintenant, en 2019, donc on a toute la partie live action avec le Roi Lion, Aladdin, on a... D'ailleurs, Jon Favreau, il tweet plus sur Aladdin, sur le Roi Lion que sur The Mandalorian. Hein. Ouais. Donc il est plus dans la com du Roi Lion en ce moment que la série. Donc ça va être un peu séquentialisé comme le sont les productions Disney généralement. Alors c'est vrai que parfois on a du Star Wars et du Marvel en même temps, la faute au calendrier, mais effectivement moi je vois mal le trailer débarquer au Super Bowl. Est-ce que tu voulais rajouter un truc Phobos ou tu préfères ne pas rajouter quelque chose? Non, effectivement, je pense pas qu'on aura droit à un trailer au Super Bowl. Comme ce fut le cas l'année dernière. Pour... Ouais, ça me paraîtrait un peu prématuré, effectivement. Je pense qu'on aura plus de choses plus tard dans l'année.
Ok. Et si vous écoutez ce podcast la semaine prochaine et qu'il y a eu un trailer, n'hésitez pas à nous insulter dans les commentaires. Exactement. Ça fait plaisir. Exactement. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre parce que Solo a été vendu via le Super Bowl, mais c'est aussi parce que c'était un trailer assez tardif pour un film qui devait sortir en mai. Star Wars 9 sortant en décembre et n'ayant sans doute pas besoin du même type de communication que Solo, il est possible qu'il se passe d'un trailer pendant un certain temps. Par contre, le titre, ça pourrait être sympa de l'avoir, s'il vous plaît, Disney. Peut-être pour le mois prochain et faire le podcast news là-dessus, ça pourrait être intéressant. Je pense que peut-être par rapport au marché chinois, faut pas oublier que là c'est le nouvel an chinois, que c'est des festivités et que donc en gros toute l'économie s'arrête. Donc s'ils veulent avoir, je pense, assez de relais en termes de presse, etc., ils attendront d'avoir passé début février. Moi j'y crois pas du tout puisque Star Wars 9. Moi je t'assure que l'économie chinoise elle s'arrête pendant le nouvel an parce que tu peux même pas acheter des Warhammer de contrefaçon à ce moment-là. Ah super, bravo, ça promeut la contrefaçon. Alors déjà, c'est pas bien Jean-Baptiste, mais pour répondre à Constance, le marché chinois pèse de même pas 1% dans ce qui est totalement Star Wars. Ça ne marche pas là-bas, donc je pense qu'ils s'en battent les couilles, comme on dit dans le milieu. Autre truc dont on s'en bat les couilles, Solo, A Star Wars Story, nominé aux Oscars. Pardon, c'était violent et c'était méchant et on va encore dire qu'on n'aime pas ce film, mais effectivement nommé aux Oscars. Oui, c'est vrai. Techniquement on l'aime pas, mais le film a quand même été nommé aux Oscars pour ses effets spéciaux. Et c'est vrai que nous faire croire que Ray Park pouvait encore jouer Dark Maul en 2018, c'était un sacré effet spécial. Il le joue assis. Voilà, et il fallait le préciser. Donc il sera en compétition face à Ready Player One, autre film excellent. First Man, là par contre très bon film. Christopher Robin, donc le film sur Winnie, voilà, avec General Kenobi. Et il est sorti déjà en France. Oui, Christopher Robin c'est sorti il y a à peu près 2 mois. J'aurais bien aimé aller le voir. Et mon con. Moi je l'ai raté. Bon c'est pas grave. Voilà, mais vu que tu achètes des Warhammer de contrefaçon, j'imagine que tu n'auras pas de mal à t'acheter un ticket de cinéma de contrefaçon, si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Je demanderai à mon oncle américain de m'envoyer un DVD. La contrebanderie n'étant jamais finie. Alors voilà, une seule nomination aux Oscars, pour Solo. C'est moins que tous les films Star Wars précédents du côté de l'ère Disney. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense qu'on en pense à peu près rien, mais c'est assez rigolo que Alors rigolo, j'ai quand même beaucoup de respect pour les gens qui ont été impliqués sur ce film, donc on va pas leur tailler plus de sucre sur leur dos que ça, mais ça se fait un petit peu l'écho finalement de la réaction un peu meh des fans et de la critique envers Solo, c'est-à-dire que d'habitude même The Jedi, The Force Awakens, Rogue One, qui ont fait parler d'eux à leur manière, ont eu normalement plus de nominations et plus de potentiellement plus de chances de rafler des statuettes techniques qu'ils n'ont pas gagnées au final, mais là qu'une seule nomination. Est-ce que c'est aussi parce que vu que tout est une histoire de lobbying, Disney n'a pas poussé plus que ça? Voilà, si vous avez un petit commentaire, on le fait maintenant. Non, il n'y a rien à ajouter, je pense que ça reflète bien le côté un peu oubliable du film. Voilà, il est sorti. Je pense que Disney avait pas spécialement envie de le remettre sur le devant de la scène, justement comme tu disais, en faisant du lobbying. Je pense qu'ils ont fait du lobbying pour d'autres de leurs films. Oui. Voilà, Black Panther, on te voit. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le film ne se retrouve pas plus que ça aux Oscars, mais c'est pas une surprise. Non, et puis il mérite pas spécialement d'y être non plus. Même si on prend juste la partie technique, le film n'était pas spécialement beau. Les effets spéciaux, si tu les compares effectivement à Ready Player One, First Man, Christopher Robin que je n'ai pas vu et Infinity War, c'est pas forcément celui qui me vient le plus en tête du côté effets spéciaux. Oui, parce que alors Ready Player One, même si j'ai pas aimé le contenu du film, le contenant était quand même assez joli. Il arrivait à se démarquer sans être dans le photoréalisme sur toutes les parties jeux vidéo. Il arrivait à conserver une esthétique qui, je pense, vieillira assez bien. Alors je n'est pas d'accord, mais ce n'est pas un podcast sur Ready Player One, et on va d'ailleurs tout de suite s'en éloigner. On le voit dans 5 ans, on le trouve un peu daté, je pense. On verra dans 5 ans, on se donne rendez-vous dans 5 ans, même heure, même jour, même spatioport, pour un petit podcast 6 ans solo, après. 6 ans après. Qu'en reste-t-il de la carrière de Dédé? Alden Ehrenreich d'ici là a repris le rôle de Sebastian Stan dans le Winter Soldier, le remake. Très bien. D'ici qu'il fasse le remake d'Indiana Jones, on n'est pas prêt. Oh merde. Merde. J'ai complètement perdu le fil, mais on va revenir sur Star Wars, puisque c'est le thème de Podcast Outrider, et on va parler des séries, en commençant par Star Wars Resistance, l'actuelle série animée Star Wars.
sur laquelle j'ai personnellement beaucoup de retard, et je pense que c'est le cas de tout le monde à cette table, donc on va pas se permettre de jugement cette fois. Je me permets une intervention. J'ai 2 amis qui suivent encore la série. Hein Un qui a définitivement abandonné la semaine dernière. Ouais, Donc c'était Yannick. d'accord. Et Salut, Charles Yannick. Charles qui continue et qui a dit l'épisode de cette semaine était pas mal. Ok, salut Charles. Voilà. Et... C'est la seule chose que je pourrais dire sur Moi, Résistance, parce que moi j'ai lâché après le 3e épisode. Moi je pense que voilà, on a regardé les 4e, les 4 premiers je crois avec Constance lors de notre passage du côté de la planète Londres, et depuis le net a planté, on n'arrive pas à mettre la main sur ces épisodes, donc il faudra prévenir l'oncle américain. Non mais j'ai l'impression, moi je regardais pas non plus Rebels, mais Rebels je voyais des gens un peu en parler. Ouais, Là mais... j'ai l'impression Résistance c'est vraiment... tout le monde Après a c'est aussi oublié le truc, quoi. beaucoup plus, alors même s'il y a plein de gens pour qui dessin animé égale adolescence ou petite enfance, là c'est quand même vachement plus orienté vers les plus jeunes. Oui. Rebels, tu sentais qu'ils avaient l'envie d'accompagner aussi toute une génération de fans qui grandissait. Après c'est souvent le cas des séries animées. Clone Wars était comme ça au début, très enfantine, donc voilà, il va avoir une saison 2, ça vaudra peut-être le coup à ce moment-là de binge-watch la saison 1, voire même de prendre la saison 2. Ah mais tu vois, Rebels, même dans la saison 1, il y a des gens qui te disaient ouais ça vaut le coup, Oui, c'est accroche-toi, regarde, toi ça peut être bien. Et effectivement, à partir de la saison 2, si j'en crois à tous les gens qui ont regardé, ça commence à devenir très intéressant. La Résistance, j'ai pas cette impression-là, quoi. Non, mais là en même temps, le produit est pas super défendu. En plus, il arrive un peu dans une drôle de période où techniquement, il pourrait être sur Disney+, et tout le monde pourrait le voir. Et en fait, il est encore sur Disney XD et personne le voit, donc c'est un peu étrange. Je pense que par exemple, retour cette année de Clone Wars pour une saison risque de faire plus de bruit en cet épisode que Résistance. Bref. D'ailleurs, c'est déjà diffusé en France, Résistance, ou pas encore ? Je crois pas. Mais pas sur Disney Channel. Je pense que de toute façon, ça fonctionne en mode la saison est finie et il commence. Et seulement ça passe. Okay. Après, je sais pas, sur Disney, sur les chaînes du bouquet Disney sans doute, mais ailleurs, je ne sais pas. Donc voilà, c'est assez délicat de le trouver en France. Peut-être que ça va changer avec l'arrivée de Disney+. Croisons les doigts pour cela. Croisons les doigts si on peut, parce que toutefois, si on a une armure, et ben parfois ça peut être difficile. C'est une transition pourrie vers The Mandalorian, la série live action toujours en plus ou moins de tournage. On sait pas trop où on en est en ce moment. Aujourd'hui, Jon Favreau s'est fendu d'un énorme spoiler. Il a photographié une unité R4, il me semble. On est sur le cul, merci John. Alors, j'ai pas forcément envie d'une surcharge de communication Star Wars non plus, donc je me moque gentiment, en vrai je m'en fous, j'ai juste envie que la série soit bien. Ouais, mais c'est le R4 qui sera dans Un Nouvel Espoir, et du coup ça sera relié, machin, Bolos, ça se passe entre les épisodes 6 et 7 The Mandalorian, qu'est-ce que tu me racontes? Alors à moins qu'il y ait du temps quand ils vont dire que c'est le R4 qu'ils ont réparé, ah ouais, et que lui aussi il avait des plans de l'étoile noire dedans, et faudra pas et que c'est grâce à ça que le Force Order il a reconstruit une étoile noire. Oh merde. J'y vais, t'es en forme pour me détruire mes espoirs. Ne m'embauchez pas pour écrire des scénarios, s'il vous plaît. Non, n'embauchez pas Jean-Baptiste, surtout pas. Bref, The Mandalorian, petite rumeur sur la fameuse armure du Mandalorian qui est assez particulière parce qu'il n'y a pas de jetpack, elle avait pas l'air d'être complète et tout dans le premier, pour l'instant seul visuel qu'on a. Mais d'après Making Star Wars, il y aurait une espèce de logique, alors c'est un micro spoiler, hein, je vous garantis que vous n'êtes pas obligé de sauter de 30 secondes, une espèce de logique d'évolution, de récupération de pièces au fur et à mesure de la série, ce qui pourrait être une sorte de gimmick en fait un peu dans ce show, et à avoir notamment une sorte de personnage qui serait impliqué avec d'autres enclaves mandaloriennes pour récupérer des pièces, etc. Donc on évolue quand même un petit peu dans le truc que j'avais pitché il y a quelques épisodes du Mandalorien un peu pérave qui doit se démerder comme il peut pour assumer sa réputation. Alors là je tire un peu sur les cheveux, mais c'est vrai que ça peut être amusant d'avoir une sorte de Q de Q dans James Bond, hein, je précise, voilà, parce qu'on était dans un podcast un peu Q la dernière fois, donc voilà. Pour un Mandalorien, qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant comme gimmick, non? Ça peut être délire. Ouais, ça peut être marrant. Et puis les scènes de costumes et de suit-up, on a toutes qui rap montage. Voilà, les trucs comme ça marche toujours, tu vois. Donc il change un flingue, il change sa lance magique, je sais rien, le truc qu'il a dans le Christmas Special là, voilà. Christmas Special. Voilà, ça peut être rigolo, et puis ça peut diversifier un peu l'arsenal du personnage et faire plaisir aux cosplayers, non, Phobos? Comme ça, il y a plusieurs versions, pas forcément les plus dures. Oui, effectivement, si on a plusieurs versions des costumes, c'est cool. Enfin, de toute façon, à chaque nouvelle image, vous pouvez être sûr qu'on entend les machines à coudre frémir pour être prêt pour les prochaines Comic-Con et pour la Star Wars Célébration.
Après, moi, je suis pas... Enfin, narrativement, je me demande si ça va vraiment être intéressant ou pas. Bon, après, J'ai c'est peur un micro-détail qu'on a dû récupérer sur les internets parce qu'ils ont dû voir des images où l'armure n'était pas exactement pareille et notamment ce qui expliquerait pourquoi le casque est dans cette espèce d'acier un peu poli alors que le reste est marron et un peu pourrave, tu vois. Donc, mais moi, justement, j'aime bien ce décalage, donc j'ai pas envie qu'ils finissent avec une méga armure à la Boba Fett et la cape sur l'épaule, tu vois. J'aime bien ce côté roots. Ouais, mais du coup, ça peut avoir ce côté un peu comme disait Q, James Bond, où il prépare un peu son équipement et ses gadgets en fonction de ses différentes missions, donc pourquoi pas. Bah, narrativement, Constance n'est pas convaincue, mais en même temps, elle avait envie de l'inverse, c'est-à-dire Pedro Pascal qui enlève de plus en plus de pièces au fil des épisodes. C'est le contraire d'un striptease, cette série. C'est ça, c'est un gear up. Et bref, on va passer du côté des comics. Alors, c'est aussi des séries, mais cette fois, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. C'est de la bande dessinée. Et sachez que nous sommes les premiers surpris, mais il se trouve que Age of the Republic, qui est la première partie d'une initiative éditoriale censée un petit peu, à mon sens, combler une partie du catalogue Star Wars de Marvel, eh bien, est pas dégueulasse, puisque après on aura Age of Age of the Rebel Alliance ou Age of the Empire of the Civil War, je sais plus c'est lequel, bon, tout ça en même temps, en gros Age of the trilogie originale, et ensuite on aura Age of the Resistance qui du coup se passe dans l'époque de la nouvelle trilogie. Pour l'instant ça se passe dans la prélogie et c'est souvent là où les trucs peuvent se permettre d'être un peu plus what the fuck, puisque on a l'habitude de la prélogie de développer des environnements et des trucs un peu plus justement originaux. Et donc les premiers numéros étaient dédiés à Qui-Gon, Obi-Wan et sa relation avec Anakin, jeune, enfin un peu entre les épisodes 1 et 2, entre les épisodes 1 et 2, et Boba Fett. En fait, Django et Boba Fett. Donc, il y avait cet épisode un peu Bring Your Child to Work Day, qui était assez. Alors, je dirais pas que les trucs sont hyper quali parce que il me semble que ça change de dessinateur à chaque numéro et c'est pas foufou. Mais en tant que one shot, ça fonctionne plutôt bien. Et après, il y a ce côté aussi un peu inoffensif du one shot qui te raconte une histoire complète et tu t'attends pas à ce que ça soit. Ah, il y en avait un sur Dark Maul aussi, et qui était vachement mieux que la série Dark Maul, je trouve. Même si je trouve que c'est un personnage très difficile à caractériser. Je suis toujours pas convaincu par autre chose que la menace fantôme en termes de caractérisation de Dark Maul. Peut-être son retour dans Clone Wars. Et encore. Donc voilà, surprenant, ça fonctionne. Après, combien de temps ça va durer? Et c'est très clairement un pont entre il y a eu un changement d'éditeur de Star Wars l'année dernière, et vu que les comics sont bien sûr faits en avance, j'imagine que ça c'était la première grosse initiative du nouvel éditeur pour dire ok, le temps qu'on remette un peu à plat le truc, on va faire des espèces de one shot sur tous les persos. C'est du remplissage éditorial facile à faire. Ouais. Ça demande pas trop de réunions éditoriales et de réflexion. C'est on demande à un auteur de pitcher 5-6 idées, on Jody Ozer en l'occurrence, voilà, et puis ça fonctionne. Moi j'ai lu Qui-Gon Jinn, c'était pas mal. On avait déjà parlé, je crois, dans un Outrider, il y a peut-être 2 épisodes. Et j'ai pas lu les autres encore, mais du coup j'irai jeter un œil. Et c'était bien Jody Ozer, hein, je dis pas. Oui, c'est Jody Ozer. Par contre, toujours j'ai des questions sur ce truc-là, ça vaut le coup en single, mais qu'est-ce que ça vaut après quand tu l'achètes en librairie en relié, quoi? Je me demande si c'est pas meilleur parce que techniquement ça va te coûter moins cher et t'auras une compile de one shot. Après ça dépendra ce que fera Panini ou Marvel selon si vous achetez la VO ou la VF. Et le problème c'est que du coup il y aura sans doute un tome prélogie, un tome trilogie et un tome postlogie. Et du coup c'est un peu pourri, alors que si tu faisais tout ça en un tome, limite ça crée un côté anthologie et c'est sympa, quoi. Mais bon, de là en acheter 3, faut pas pousser Yoda dans les orties non plus, quoi. Constance, un mot? Constance ne les a pas lus a priori, ça se voit à l'absence d'expression sur son visage. Je ne lis pas les comics Star Wars en ce moment, non. Ok, mais cela dit, Constance, on va te donner la parole cette fois brièvement, mais il y aura un point Constance, hein, c'est parce que j'ai vu qu'il y a un fan club qui commence à naître sur les réseaux, donc vous allez la voir, vous inquiétez pas, chaque mois vous l'aurez, et cette fois vous en aurez même plus que d'habitude, puisque, petit teaser, eh bien, Marvel a annoncé une série qui est un tie-in, donc une sorte de compagnon à l'expérience Star Wars Galaxy's Edge, donc les 2 parcs Star Wars qui sont actuellement construits en Floride et en Californie. J'ai bon? Tout à fait. Qui sera écrite par F.N. Sachs, qui a écrit Old Man Hawkeye,
que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Qui était bien. C'était peut-être même mieux que Old Man Logan. Enfin, moi j'ai préféré, mais je suis pas un grand fan de Old Man Logan, donc je sais pas ce que mon avis vaut sur cette question. Mais en tout cas, Ethan Sachs, qui est un ancien journaliste, dont c'était, je crois, le premier gros script, en tout cas. Ouais, je crois qu'il avait déjà fait des trucs tentés chez Image ou des one-shots chez Marvel, mais pas de. Et voilà. Pas de série, et donc il a fait un one-shot entre-temps sur Star Wars, donc c'est le one-shot Mace Windu, mais il est pas sorti, je crois, alors on enregistre ce podcast. Et du coup, il va faire cette série-là, qui serait donc une mini-série en 5 numéros, et qui sera concentrée sur l'un des personnages, j'imagine, qu'on pourra rencontrer dans le parc, sinon c'est un peu dommage, qui s'appelle Doc Ondar, qui est du coup une sorte de collectionneur, et dont en fait l'histoire va être liée à un ancien job de Solo et Chewbacca. Donc sans doute essayer de récupérer un truc qu'ils ont volé ou quelque chose comme ça. Alors a priori, vu que c'est un collectionneur, on imagine qu'il y a des artefacts et que sur Batuu, la planète du parc, on les échange. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va t'envoyer scanner des QR codes aux quatre coins du parc et tu vas rien ramener. Hein. Calme-toi, s'il te plaît. Non, mais je parlais au sein de la série, dans l'univers Star Wars. Oui, moi je te le traduis comment ça sera dans le parc. Tu vois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transmédia et ça qu'est-ce sera qu'on comme en Pokémon pense ? Go, mais Star Wars. Mais calmez-vous, monsieur. Laissez parler l'expert. Pardon. S'il vous plaît. Experte, c'est un bien grand mot. Non, mais effectivement, c'est intéressant de voir que pour le coup, Disney cherche à exploiter à fond justement le côté on va raconter une vraie histoire dans nos lands de Star Wars et c'est pas juste une cantina et 2 attractions. Il y a un vrai lore qui se construit autour de cette planète. Et d'ailleurs, s'ils ont fait le choix justement de créer une nouvelle planète pour ces lands et pas de les mettre sur Naboo ou sur Hoth ou je ne sais où, c'est justement parce qu'ils avaient derrière la tête cette envie d'élaborer en fait autour d'un tout nouvel environnement qui permet d'avoir des tout nouveaux personnages. Puis faire Hoth en Californie, ça aurait coûté cher en climatiseur. Tout à fait. Et d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard, mais on le voit aussi à travers les attractions. Ils veulent que l'expérience en fait soit cohérente du début à la fin et que ça soit pas juste un petit peu comme c'est aujourd'hui. En fait, quand vous allez à Disney, vous avez plein d'attractions qui se côtoient sans qu'il y ait forcément de rapport. Enfin, vous pouvez faire un truc avec Buzz l'éclair et enchaîner sur du Star Tour de Star Wars et il n'y a pas de liaison, on va dire, narrative entre ces deux univers. Alors que là, dans les lands Star Wars, ils cherchent à pousser à fond l'immersion et l'expérience et je pense que pour moi c'est bon signe en fait sur vraiment ce qu'ils veulent développer. À voir après qu'est-ce qu'ils vont nous raconter dans ces fameux comics. Eh ben, l'histoire de l'ami Doc Ondar, et qui est un Hitorian, si vous voyez ce que c'est. Donc c'est les espèces. Si vous avez regardé la première série Clone Wars de Tartakovsky, il y a dans les 2 derniers épisodes un Jedi qui est un Hitorian, qui est une sorte de grenouille qui peut ouvrir des sortes de bronchies ou sa gorge et envoyer du son avec face à Grievous. Donc c'est cette race-là. Ce qui est assez marrant, c'est que je découvre en direct et avec vous que Doc Ondar, sa première apparition remonte à Solo, A Star Wars Story, parce qu'il est mentionné dans un dialogue par Kira, et John Kasdan, le scénariste, a expliqué que c'était effectivement une référence à Galaxy's Edge, donc c'est pas la première fois, et en tout cas à Galaxy's Edge, c'est très compliqué, je préfère Star Wars Land, donc dans les 2 Star Wars Land, on pourra rencontrer ce fameux Doc Ondar qui aura la forme d'un animatronique, et ça c'est quand même un peu stylé. Non ? Oui, tout à fait. Surtout si c'est un collectionneur, on peut peut-être imaginer une espèce de boutique en fait où vous avez le perso qui est perché dans un coin, qui bouge, qui parle et vous pouvez acheter certains des artefacts. Ça pourrait être effectivement sympa. N'engagez pas JB pour vos scripts, mais si vous voulez des expériences utilisateurs intéressantes, n'hésitez pas à donner du travail à Phobos. On passe à la 2e annonce série Marvel qui n'est pas une annonce à base de Dark Vador, ce qui est plutôt rare, donc ça fait plaisir, même si globalement celle-ci n'est pas non plus hyper bandante, pour parler un peu vulgairement. L'annonce de TIE Fighter. Alors sur le moment j'étais là, what the actual fucking fuck, ça peut être très stylé parce que vous connaissez mon amour pour les vaisseaux de Star Wars, sauf qu'en fait c'est un tie-in, encore une fois, donc un compagnon à Alphabet Squadron, donc c'est le roman d'Alexander Freed qui a été décrit comme une sorte de Top Gun / des résistants vont chasser avec leurs vaisseaux d'anciens impériaux. Donc c'est quand même pas très original. On a appris que ce roman allait se développer en une trilogie. Ok. Et qu'il aura aussi sa mini-série en comics
qui présentera le côté impérial de la chose avec d'anciens impériaux qui sont toujours des pilotes de TIE Fighter et qui sont visiblement très déter. Donc voilà, c'est pas un pitch. Enfin, techniquement, avec TIE Fighter, tu pouvais me vendre n'importe quoi, y compris une espèce d'adaptation en comics des premiers jeux vidéo Star Wars qui s'appelait TIE Fighter. Ou même raconter un truc intéressant. Je ne sais pas si ce sera le cas parce que j'aime pas aussi c'était marrant au début en 2015 quand on était là, ouais, ça va se passer juste après le retour du Jedi, ils vont montrer comment ils vont traquer les anciens impériaux. Ça fait bientôt 5 ans les gars, je pense qu'on a fait le tour de la question. C'est encore une fois, quand on est bloqué dans les mêmes périodes tant que le 9e film n'est pas sorti. Donc, mais le problème c'est qu'à chaque fois, c'est la même chose. C'est un débat plus large, mais à chaque fois on dit on est bloqué dans un truc, mais c'est juste, est-ce qu'il manque vraiment de contrôle ou est-ce qu'il manque d'idées? Parce que j'ai aussi l'impression qu'on disait il y a 5 ans, c'est entre 4 et 5, mais quand on sera entre 6 et 7 ça va être ouf. Sauf que entre 6 et 7 pour l'instant ce qu'on a c'est quand même assez maigre, et j'en viens à penser que il est possible que la trilogie de nos amis de Game of Thrones se passe entre 6 et 7 et s'appelle 6.1, 2 et 3, parce que je me dis pourquoi ils bloquent tellement sur cette époque-là au point de refaire un pitch qui est plus ou moins celui de Battlefront avec d'anciens impériaux qui combattent des résistants qui les traquent. Battlefront 2 pardon, et sa campagne solo. Bref, ça écrit par Jody Hauser, donc c'est surprenant. Voilà, et dessiné par Jorge Antonio. Je ne sais pas si ça se prononce correctement, mais c'est un jeune dessinateur brésilien, et un peu comme toute cette scène d'Amérique latine et de dessinateurs de comics, j'ai un peu peur que ça soit les premiers travaux donnés un peu en mode cheapos, démerde-toi. Alors des fois on a des belles surprises parce qu'il y a des vrais dénicheurs de talent chez Marvel, et des fois on a de la vraie exploitation avec des mecs qui ont clairement pas le niveau et qu'on bombarde sur Star Wars en mode tu vas voir c'est génial, et les mecs en fait rentrent pas des pages de la série Mace Windu par exemple. Bref, mais je ne sais pas si le dessinateur de Mace Windu, dont j'ai oublié le nom de toute façon, je ne sais pas s'il rentre dans cette catégorie, mais voilà, TIE Fighter, ça vous botte, on a envie d'en lire, on n'a pas envie, chez Constance clairement pas, chez Gibouille c'est la même. Ouais, ça ne m'intéresse pas trop quoi. Après, j'attendrai que tu le lises pour me dire si c'est bien, tu vois, comme Age of the Republic, et puis voilà, si ça vaut le coup. Le bêta-testeur sera là. En parlant de bêta-test, waouh, des transitions se tombent toutes seules comme un Star Destroyer quand tu utilises ta force pour le faire tomber. Eh ouais, moi aussi j'ai joué au pouvoir de la force. J'avais 18 ans à l'époque. Moi j'avais bien aimé. Ouais, c'était un peu kikou comme jeu, mais c'était bon délire. Mais est-ce que ça nous manque pas d'ailleurs un jeu comme ça? On va en reparler tout de suite. Mais d'abord, Count Dooku est arrivé sur Battlefront 2, donc quand même fallait faire une news. Ça fait plaisir, Dark Tyrannus. Après, voilà, c'est toujours gratuit. Après, le jeu existe toujours. Il y a sans doute toujours des gens qui y jouent et qui ont une expérience satisfaisante de jeu. Et ça fait plaisir qu'ils continuent de le soutenir. Vous souhaitez un bon Count Dooku. Voilà, donc bon Count Dooku à vous. Voilà, faites des blagues comme quoi il est le père de Rey parce que Rey Dooku et tout ça. Enfin, tout ce qu'on a vu en 2015 revient tel un boomerang. Un tel boomerang d'ailleurs que, souvenez-vous, alors c'était peut-être en 2015, c'était peut-être en 2016, je ne sais plus, mais on savait que Viceroy et Amy Hennig, qui a travaillé sur la licence Uncharted, c'est ça. Travaillaient sur un jeu Star Wars à l'expérience complètement folle qui était nommé le projet Ragtag. On savait qu'en gros ça allait être plus ou moins une sorte de spin-off Star Wars mais version vidéoludique, parce qu'il y avait un gros aspect narratif. Ça racontait un truc assez intéressant, c'était comment, je crois, les restes d'Alderaan sont utilisés par l'Empire, et parce que ça crée des gaz, des espèces de minerais, etc. Et du coup c'était une sorte de bail un peu sombre où tiens, les restes d'un génocide, si on en faisait pas un peu de thunes quelque part. Donc c'était assez intéressant. Vous pouvez taper projet Ragtag sur Google si vous voulez plus de détails. Était devenu projet Orca, donc qui était devenu cette fois un vrai open world, puisqu'il y avait une dimension open world d'après ce qu'on comprenait de Ragtag, mais là c'est vraiment en mode on va vous faire un open world dans Star Wars. Donc on était un peu en mode on n'y croit pas trop, parce qu'en même temps ils avaient annoncé que Viceroy était liquidé, et qui confiait ça à EA Vancouver, je crois maintenant que ça s'appelle. Donc on était un peu en mode ok, et les mecs étaient déter en mode on va en faire un open world mais on va tenir la date. Et puis finalement le jeu devient un troisième jeu, puisqu'ils ont annoncé que parce qu'avec toutes ces années de développement, je pense qu'il y a un paquet d'assets à réutiliser, et donc ça devrait être un jeu plus petit. Potentiellement pour la prochaine génération. Alors là je crois que c'est Kotaku qui disait ça, que ce serait peut-être fait pour la prochaine génération de consoles, mais je suis pas sûr qu'elle soit annoncée non plus de sitôt.
Il y a de fortes chances que Xbox, que Microsoft il dégaine assez vite quand même. Ouais, donc c'est possible que ça soit un jeu. Ça va finir en exclu Xbox EA 2 mois avant si t'as payé 100 000 euros et 30 sandwichs au poulet. Voilà. Bref, c'est pas une bonne nouvelle pour les jeux Star Wars parce que après un Battlefront 1 qui était sympa mais très arcadie et globalement assez peu riche en contenu, c'est pauvre en fait, peu riche, c'est pauvre, et un Battlefront 2 qui a été clairement plombé par son affaire des lootbox. On a ce jeu là qui a été annulé 2 fois et qui est annulé une 3e fois et qui sera peut-être récupéré une 3e fois. Qu'est-ce qui se passe sur les jeux Star Wars ? On pourrait en faire un podcast à part presque. Le problème c'est qu'on n'aurait pas grand chose à dire parce que en fait il y en a 2 qui sont sortis depuis le rachat de Disney, alors que techniquement on pourrait se dire que c'est un peu la manne, tu peux faire des trucs de ouf, mettre 40 studios sur des jeux très différents au sein de l'univers Star Wars. Mais il y a un truc qui cloche. Alors est-ce que c'est comme les comics ? Est-ce que c'est comme des histoires de période comme le sous-entendait JB aussi ? Je ne sais pas, mais bon, quand on n'arrive pas à faire un jeu avec Amy Hennig, la productrice aussi de, il me semble qu'il y avait une nana, c'était Jade Raymond, c'est ça, qui a travaillé sur Assassin's Creed aussi. Enfin, ils avaient fait une grosse équipe artistique et de production sur ce projet-là, et ça n'a pas abouti. Au final, on va avoir un jeu plus petit, potentiellement pour la nouvelle génération, donc ça fait un peu jeu de lancement, histoire, c'est celui qui est dans les trailers, qui même s'il est prévu pour la prochaine génération, il sortira quand même sur l'actuel. Il y aura plusieurs versions, ça sera pas abouti, et voilà, donc c'est un peu dommage. Surtout si on regarde dans le paysage vidéoludique de cette année, même de l'année dernière, il y a des jeux qui ont énormément cartonné, qui sont des jeux solo. Je pense à Zelda, et cette année je pense à Spider-Man ou à Red Dead, qui sont des vrais cartons. Donc la stratégie de EA de se baser uniquement sur du jeu en ligne et de vendre du contenu cosmétique ou des lootbox, ce genre de choses, ça marche effectivement financièrement, mais il y a aussi le succès critique de jeux solo qui fonctionnent encore actuel. Ouais, et puis au final, et après ils vont faire un Fortnite, en fait ça va être un Battle Royale Star Wars, et puis voilà quoi. Non, parce qu'ils vont pas y arriver, et que de toute façon ils peuvent pas développer avec autant de flexibilité en étant une grosse boîte. Ils devraient juste se concentrer sur des méga projets comme seule une boîte comme EA peut les monter. Au final, ce que même quand ils en ont ce qu'on lisait, c'est entre les lignes avec Orca, donc la deuxième version du jeu, ça sonnait quand même comme un Destiny-like dans l'univers de Star Wars. C'était quand même pas dégueulasse. Je veux dire, même si c'était un peu un cash grab et que c'était entre guillemets à moitié développé, t'aurais quand même acheté pour payer ton perso et jouer en ligne et former des équipes de contrebandiers. Enfin, je veux dire, globalement, c'est le rêve de tout gamer et surtout de toute une génération qui, je pense, est la nôtre, qui a grandi dans les années 80 ou 90 avec LucasArts et un paquet de jeux Star Wars par an, qui est en mode Star Wars c'était limite un genre de jeu vidéo à part entière. On fera peut-être un épisode. C'était peut-être pas un genre, mais en tout cas c'était un gage de qualité. Ouais, voilà. Enfin, pas forcément de qualité, mais tu savais qu'il y avait un truc qui proposait quelque chose, quoi. Après, on pourrait faire un podcast sur LucasArts, mais je crois que César s'en est déjà chargé avec On n'est pas trop vieux pour ces conneries, et qu'on avait relayé, donc on vous invite encore à l'écouter. Et puis un jour, on fera un truc sur les jeux vidéo Star Wars, mais il faudrait trouver un nom. On reprend le podcast de César, je change d'un générique au début à la fin, on appelle ça Outrider spécial, et puis voilà. Et on gratte des vues sur SoundCloud. Allez, tranquille. Ça passe. Constance, toi, t'en penses quoi en tant que grande gameuse? J'ai beaucoup joué aux jeux Star Wars étant ado, et effectivement c'est un peu le désert, c'est un peu bizarre, c'est une espèce d'angle mort dans la strate aujourd'hui de Disney, et on comprend pas trop. Moi j'arrive pas, je suis comme vous, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Après c'est aussi des trucs qui on a vu récemment avec Metroid Prime, je veux dire Metroid 4 qui a été annulé, qui a été annulé, en fait le développement repart à zéro ou un truc comme ça. Moi-même maintenant bossant dans le jeu vidéo, je sais que c'est des trucs qui arrivent à peu près tous les 6 mois dans des grosses boîtes, donc ça me surprend pas. Maintenant, le fait que Star Wars soit pas assez fort pour résister à ce genre de choc, ça paraît délirant. Mais en même temps, si tu fais le point, il y a eu des problèmes sur les comics, il y a eu des problèmes sur les films aussi. C'est pas parce que c'est une gigantesque machine qu'elle est forcément très bien huilée. Et forcément, quand ça casse, c'est d'autant plus spectaculaire parce que c'est méga médiatisé. Après, c'est vrai que ne pas avoir réussi en presque 5 ans de sortir ne serait-ce qu'un bon jeu Star Wars qui a été bien accueilli, et qui a pas fait scandale pour une raison ou pour un autre, c'est quand même assez chaud. On compte sur Respawn et son fameux Jedi Fallen Order mes couilles avec ce titre à rallonge pour nous sauver. On sait qu'il y aura de la baston de Sith. D'ailleurs il y avait cette rumeur comme quoi c'était pas Ella Secura, c'était Barry Sophie qui pourrait être une inquisitrice dans le jeu et tout. Enfin, ils peuvent quand même réussir à nous faire kiffer comme ça avec des petits morceaux de lore et puis un gameplay un peu nerveux.
ça risque d'être quand même globalement un truc qu'on va finir en 6 heures. Après, voilà, The Force Unleashed, on le terminait pas non plus en 18, donc pourquoi pas. Ça manque, en tout cas, d'avoir un bon petit souvenir, et comme tu disais... ça manque d'un bon jeu Star Wars solo, en fait, qu'on puisse jouer tout seul, tranquillement, et le kiffer, quoi. Parce que moi, les jeux en ligne, ça m'intéresse pas, donc tout ce qui est Battlefront et tout ça, j'ai zappé. Et je crois que le dernier jeu Star Wars que j'ai fait, bah du coup, c'est le pouvoir de la Force, quoi. Donc ça remonte. Ouais, parce que je compte pas les soirées un peu alcoolisées sur Star Wars Kinect. Où tu dansais Aman Solo. Exactement. Aman Solo. Non, mais le mini-jeu du Rancor, il était rigolo. Putain, j'en ai aucun souvenir. Bah, tu jouais un Rancor, tu cassais une ville. Ah c'est oui. une sorte de Rampage-like, mais avec un Rancor. Très bon, ça. Oh, c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais de toute façon, Kinect, voilà. Bref, on va passer à autre chose qui était pas ouf, décidément, c'est le podcast du Somme. On va nous traiter de haters et les gens vont baisser notre note iTunes, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On vous jure qu'on aime Star Wars, mais bon Dieu. C'est difficile d'aimer Star Wars en ce moment. Bah, déjà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et quand on a des trucs à se mettre sous la dent, c'est par exemple les bannières moches de la Star Wars Célébration. Alors, au départ, j'avais pas mis ça, mais là, je suis désolé, les gars, la première que vous avez montrée est pas terrible, et la deuxième, vous avez quand même réussi à mettre et Kylo Ren et Rey en arrière-plan l'année de Star Wars 9. Alors, j'ai l'impression, vu qu'il y a eu l'absence de toute façon de célébration l'année dernière, que d'après ce qu'on a entendu, c'est toujours un peu le bordel les célébrations aux États-Unis, et qu'au final en Europe, nous qui avons fait la célébration de 2016, on était un peu en mode oh merde, on s'attendait à ce que ça soit un peu mieux, alors que les gens nous ont dit non mais en fait les gars vous êtes ouf, c'est 100 fois mieux que ce qui se fait aux États-Unis, et surtout on se fait beaucoup moins chier à attendre parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu finalement ça c'est comme EA, tu vois, c'est genre on a filé la licence, là c'est Ridexpo qui organise les trucs, c'est eux qui font les visuels, c'est eux qui gèrent les trucs, parce que j'ai l'impression que là de plus en plus Star Wars Célébration c'est Star Wars Célébration. Alors c'est pas pourtant il y a 4 jours maintenant de Star Wars Célébration, donc on rappelle cette année c'est du 11 au 15 avril à Chicago, et j'ai un peu l'impression que c'est moins un outil de promo comme ça l'a été en 2015, parce que c'était le retour de Star Wars. Il y avait eu celle d'avant où ils avaient annoncé Rebels et tout ça, mais je veux dire, j'avais vraiment l'impression que c'était nécessaire de mettre tout en live et que ça créait un événement presque Comic-Con-like. L'annonce du retour de Clone Wars, c'était à la célébration l'année dernière? Non, c'était à la San Diego Comic-Con l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas de la célébration l'année dernière. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu moins... Enfin, j'avais vraiment l'impression que la stratégie c'était autant une célébration que pendant 4 jours tous les gens parlent de Star Wars, donc ça sera encore le cas cette année, mais dans leur visuel, quand je vois celui de 2016 qui était essentiellement sur Rogue One et The Force Awakens, j'ai un peu l'impression que c'est moins un outil de com pour la nouvelle trilogie que plus une sorte de convention Star Wars en mode on célèbre tous les Star Wars, et on parlera de Disneyland tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça maintenant, quoi, et qu'il y a un côté un peu on va pas trop pousser sur la post-logie parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment pas, ou enfin je sais pas, après je vais peut-être un peu loin à partir de 2 affiches, mais je trouve ça quand même bizarre de pas mettre Rey et Kylo Ren en front and center sur une affiche l'année de Star Wars 9, quoi. Des retours ayant été mitigés sur le film par une certaine population qui a un peu délaissé Star Wars, c'est peut-être un moyen de les faire revenir en disant regardez, il y a un peu le Star Wars que vous aimez quand même. Ouais. C'est pas que il y a pas que le nouveau c'est Star Wars, inclusif, et il y a un Star Wars pour chacun, ça me dérange pas, c'est juste que là c'est mon côté marketeux qui parle, et je me dis genre ouais, c'est assez pauvre comme visuel, et en plus ça paraît en fait, c'est-à-dire que si tu le mettais sur n'importe quelle année, on te dirait ah ouais. Enfin, tu vois, tu pouvais le mettre 2017, 2018, c'est les mêmes persos, il n'y a pas de nouveauté, enfin, tu vois. C'est un peu les affiches du Star Wars à papa, quoi. C'est en plus, enfin, c'est l'artwork. C'est le poster à la Fnac, tu sais, à 12 balles, là, près des caisses, où t'as tous les persos dessinés à la main, que ça. L'artwork est pas hyper joli et pas hyper recherché, enfin, je veux dire, c'est... Non, depuis la célébration 2016, ils en ont fait aucun qui est bon, parce que 2017, c'était les 40 ans de Star Wars, et putain, il était chum, celui et pourtant, il était dessiné par Paul Shipper, je crois, qui est quand même un putain de maître de l'affiche, mais les c'était gars, chum, ils ont quand même les moyens de payer 2-3 graphistes qui savent à peu près ce qu'ils font, quoi, c'est Star Wars, enfin, encore une fois, je comprends pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu... pour le coup, la célébration cash grab, on va faire des heures et des heures de queue pour acheter 3 figues et des posters moches, quoi. Enfin, je pense qu'il y a mieux à faire. Il risque d'avoir un panel The Mandalorian, un panel Star Wars 9, un panel animation. Il y aura des panels cool, mais entre 2 panels, c'est pas non plus. Tu prends ton Chewie cookie à $5 et il ferme ta gueule. On sait tous que le panel qu'on attend le plus, c'est le panel de Ray Park. Est-ce qu'il a sorti des plumeaux? On ne sait pas.
En parlant de ça, Ray Park n'est pas encore dans les invités de la Star Wars Celebration, mais ils ont inventé. Enfin, si, il était dans la première vague. Il était dans la première vague. Ah oui, non, mais il faut qu'il ait son panel où il fait des katas pendant 1 heure. Non, mais ça. juste pour le plaisir d'Alex Lecoq. Mais ça, obligé. Au pire, il mettra ceux d'il y a 2 ans. Mais donc, on a eu des nouveaux invités. Donc, Juna Suotomo, qui est le nouveau Chewbacca. Sam Witwer, qui est la voix de Darth Maul dans Clone Wars. Le visage d'apprenti de Vader dans Force Unleashed est globalement un doubleur et un nerd de Star Wars de qualité, donc il sera là. Greg Grunberg, qui est le pote de J.J. Abrams et qui jouait Snap Wexley dans Star Wars 7 et qui sera peut-être de retour dans Star Wars 9 puisqu'il n'était pas dans Star Wars 8. Et toute une tartine de casting voix, des mecs qui font 3 aliens et 2 persos ennemis dans Rebels. Je ne dis pas ça par respect, c'est juste pour l'audibilité de ce podcast, on n'a pas besoin d'énumérer leurs noms, allez voir sur le site Star Wars, il y a tout. Bref, pour l'instant, rien de foufou. Bien sûr, je pense qu'ils n'auront pas de panel 40 ans, puisque on a passé les 40 ans et qu'on risque pas de revoir des gens sans doute pas de George Lucas, ni des gens de la prélogie. Est-ce qu'ils vont faire un gros truc post-logie, parce que Star Wars 9, en mode il y a tous les acteurs, parce qu'il me semble aussi que pour Star Wars 8, il y avait eu Rose. Pourtant, c'est l'anniversaire de la menace fantôme cette année. Ah, mais attends. Et ils vont faire un panel 20 ans de la menace fantôme, c'est obligatoire. Ah bah, moi, je veux un panel Liam Neeson, Hayden Christensen. Moi, je veux surtout voir. Ah bah non, Hayden Christensen, il est pas. Oui, Jack Lloyd, voilà. Complètement. Nathalie Portman. Avec un rail de coke, tu vois. Jack Lloyd qui se prend un bon. Ah, c'est trop triste ce qui lui est arrivé, j'ai pas envie de parler de ça. Il a mal tourné. Il a mal tourné, sans doute. On en reparlera pour. L'épisode les 20 ans de la menace fantôme, boum, j'annonce comme ça, vous l'aviez tous compris, mais je l'annonce. C'est pas la première fois que tu l'annonces. Ouais, je l'annonce tout le temps. Et, vu qu'on a à peu près tout fait, moins le moment Constance, eh ben, vous l'avez voulu, c'est le moment Constance. Constance, jingle, il n'y en a pas. Double tartine de parc d'attractions ce soir, dans vos oreilles. Parce que, retour sur la saison de la Force 2019, donc l'événement de Disneyland Paris qui se passe du côté de Walt Disney Studios, donc le 2e parc, celui Hollywood où il y a Studios. Armageddon, Hollywood Studios, ça s'appelle ? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Constance ? Dis-nous tout. Alors donc c'est la saison de la Force, c'est la 3e fois que cette saison revient à Disneyland. Et donc le but c'est de célébrer Star Wars, tous les Star Wars, toute époque confondue. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver ? Déjà, vous allez pouvoir retrouver dans les restaurants des petits encas spécial Star Wars. Donc, on a des cookies Wookiee, on a un petit lu, mais c'est Han Solo qui est pris dans la carbonite. Franchement, c'est un petit écolier avec Solo dans la carbonite. Je trouve ça hyper bien. Je trouve ça vraiment très intelligent. C'est assez stylé. Alors, par contre, vous les achetez à l'unité. Il est dans le chocolat et tout. Et très très cher. Ah, ça, mais cool. c'est assez cool. Est-ce que c'est plus joli que parce que tu l'as, sur le Twitter de Outrider, vous pouvez retrouver le cookie Chewbacca. Est-ce que le Wookiee cookie, est-ce que le petit lui il est plus joli ? Non. Franchement, le Chewbacca c'était le plus stylé. Ils lui ont même fait la petite ceinture en choco et tout. Oui, mais il est affreux. Il est affreux, mais il est bon délire. Il y a aussi une espèce de tête de Yoda verte. C'est un sablé, non, c'est un sablé à la pistache. Ouais, c'est un truc dégueulasse. Qui est assez sympa. Et il y a aussi un petit sablé TIE Fighter. Et il y a aussi un café Chewbacca qu'on n'a pas testé. Non, c'est un café Mustafar. Non, alors il y a une soupe Mustafar. Ah, c'est la soupe Mustafar, waouh. À l'aubergine. Et il y a un café Chewbacca. On n'a pas tout testé. Hein. Donc on n'a pas tout testé, mais vous pouvez trouver ces petits encas dans différents kiosques dans les studios. D'ailleurs, je vais juste couper pour faire un shout-out à la nana qui était derrière nous, et parce que du coup, il remplace tous les cookies des stands. C'est-à-dire que là, on était dans un resto normal, entre guillemets, dans un café normal du truc, et du coup, la nana voulait un sablé au chocolat. Donc je sais pas, c'était une dame d'un certain âge, peut-être une quarantaine d'années. Puis elle disait, je vais vous prendre le sablé là, le vaisseau spatial, la navette, le truc. Et là le mec lui fait, vous voulez un sablé TIE Fighter ? Oui, c'est ça, tu vois. Et genre je me dis, effectivement, genre ils imposent le truc. Et tu sais, genre je crois que c'est même pas marqué sablé, c'est marqué peut-être sablé TIE Fighter, mais en dessous du truc c'est marqué sablé, tu vois. Et elle galérait, elle désignait le truc, et le gars, tu sais, il la laissait galérer en mode la navette, la boule là avec les ailes. Bref, salut à toi madame. Et on continue. À part la bouffe, il y a quoi ? Donc, à part la bouffe, il y a quoi ? Eh bien, il y a des petits spectacles et des petits happenings, puisque dans la journée, vous aurez le droit à une marche impériale qui est menée par Dark Vador, donc avec les anciens troopers, et vous avez également une marche du Premier Ordre qui est menée par Captain Phasma. Il y a les anciens troopers, mais il y a aussi des Death Troopers.
Oui, effectivement. Et ça fait plaisir. Parce qu'ils ont même le petit bruit. Voilà, et on a aussi donc la marche du First Order qui est menée par Captain Phasma, et il y a aussi un officier du First Order qui fait un petit speech. Donc en fait, ils passent dans le parc et ils font un petit truc sur la scène principale, parce qu'il y a toute une scène qui est aménagée qui ressemble un peu à un intérieur de vaisseau de l'Empire, en gros. Ouais, en gros. Donc vous avez ces deux marches impériales et vous avez un spectacle qui s'appelle Les Légendes de la Force, qui a lieu en milieu d'après-midi à peu près, qui en fait est un enchaînement de scénettes Yar et Park. avec, Dark Maul. avec différents personnages. Donc vous avez à la fois des projections sur des écrans géants et vous avez des acteurs qui arrivent, dont un Dark Maul qui fait 2-3 mouvements, qui fait un petit salto. Ça fait plaisir, et qui utilise la force pour faire apparaître des boules de feu sur le bout de la scène. Si c'est pas beau tout ça. Et puis du coup vous avez Chewie, vous avez Rey, vous avez Vas-y, spoil Kylo pas tout. Ren. On va avoir des vous- problèmes avec Disney, déjà qui paye ce podcast. Vous avez les petits droïdes. Bref, il y a différents persos qui sont là. Il y a les troopers qui passent à côté du public pour faire un petit peu peur et tout. Donc c'est plutôt sympa. Après, bon, ça manque un peu d'histoire, hein, parce que c'est littéralement un enchaînement de scénettes de 30-40 secondes chacune. Donc c'est sympa, mais pas incroyable. Et puis le soir, vous avez un spectacle avec des illuminations, donc des projections sur la Tour de la Terreur, qui est le plus gros bâtiment en fait de Studios, où pareil, vous avez des extraits des films qui sont projetés, vous avez de nouveau des acteurs qui reviennent en costume, et il y a un espèce de mini feu d'artifice à la fin. Et il y a de la Voilà. musique, et il y a de la musique. les projections sont pas mal parce qu'ils intègrent le bâtiment Tout en à fait. projetant des images dessus dans différents environnements. Donc selon la planète et l'époque, il a un look différent, et les projecteurs sont assez puissants pour te... Parfois, moi j'avais l'illusion que le truc avait vraiment changé. Ouais, non, techniquement c'est assez bien fait pour le coup. Moi, Il y a un ça m'a pris par les chills. Bah ouais, quand il y a la musique à fond, les petits feux d'artifice en arrière-plan, enfin bref, c'est un spectacle qui est assez sympa et qui du coup se déroule à la fermeture du parc à la tombée de la nuit. Voilà donc tout ce qu'on peut retrouver. Et pour de notre l'autre saison côté la de Force. l'Atlantique, on a eu quelques nouvelles de Star Wars Galaxy's Edge. Tout à fait. Il y a eu donc des leaks et en tout cas des rumeurs qui ont été confirmées, enfin plus ou moins confirmées par différentes sources sur le contenu en particulier de Rise of the Resistance, qui est donc une des deux attractions principales qu'on retrouvera dans les lands Star Wars. Et on a appris que l'expérience de l'attraction durerait près d'une demi-heure. Alors, cette demi-heure, c'est pas juste le moment où vous êtes dans le petit wagon. En gros, c'est du moment où vous posez le premier pied dans l'attraction jusqu'à la sortie, on imagine, par la boutique. Et donc, ça s'annonce comme étant un truc assez gigantesque. Ça sera, de toute façon, ils l'ont dit, c'est l'attraction la plus ambitieuse que Disney ait jamais construite jusqu'à aujourd'hui. Dans cette attraction, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver plus de 300 animatronics. On a des pièces qui font jusqu'à 12 mètres de hauteur de plafond. Ah ouais, quand même. On a Je savais pas que c'était aussi. a priori une vingtaine de scénettes qu'on va traverser, puisque c'est un dark ride, c'est-à-dire que en gros vous êtes dans un petit wagon et on vous promène de scénette en scénette, mais là ça va être très interactif, très immersif, notamment parce qu'il y aura plusieurs parties a priori dans cette attraction. En gros, vous commencez, donc vous êtes vraiment sur la planète Batuu, qui est le land. Vous montez dans une petite navette. Est-ce qu'elle est fragile ? Très bonne blague. Excellente blague. Donc vous montez dans une petite navette, on imagine par groupe, je sais pas, d'une vingtaine de personnes en gros. Cette petite navette décolle, donc vous êtes censé voir l'espace depuis les fenêtres de la navette. Et puis, ah mon Dieu, vous êtes intercepté par un vaisseau du First Order. Donc là, vous sortez de cette navette dans un hangar du First Order où vous voyez des troopers qui s'entraînent, vous voyez l'espace au loin avec la flotte du First Donc Order. en fait, tu sais déjà ce qu'il y a dans l'attraction et on n'a plus besoin d'y aller. Ah ben je sais pas, est-ce que vous... Non, t'es ça pas c'est obligé. que le début. Pour l'instant, l'audio description de l'attraction, elle est pas mal. Ouais, moi je suis chaud, mais du coup j'ai pas envie de. Vous voulez pas tout savoir? Est-ce que Ok. quand le First Order ils font débarquer les gens, ils en éliminent un pour calmer les autres, tu vois? Ouais.
Comme Eh ben, ça, tac, sèche. Il sait qu'il y a un écoute, mec qui le prenne, il le sort de l'attraction. on Il a se fait une heure pose de queue un pour peu, rien. on se pose un peu la question du roleplay, effectivement, parce que en fait le public va jouer le rôle de prisonnier, et donc une fois que vous sortez de cette petite navette là, vous êtes censé être emmené dans un deuxième wagonnet Camp de pour travail, être du coup, faites la emprisonné. vaisselle Donc au parc Disney. on se demande un petit peu quelle va être la conduite du staff, parce qu'ils Il y a sont un toujours borgoulette. très qui fait la très vaisselle. sympa. Donc on va voir comment est-ce qu'ils vont jouer ce rôle-là de ils sont censés sûrement représenter le First Order et donc être un peu méchants. Mais ils avaient déjà avec les testé guests. ça, tu sais, à la Comic Con, il y avait un happening où, tu sais, genre les gens ils voyaient des props, et il y a Kylo Ren qui débarquait, puis tu sais, Oui. ils embarquaient un mec, Un mec random, ouais. et tu sais, les gens ils étaient en mode what et tout. Donc, Tout à fait, ils avaient déjà testé ça un petit peu et avoir ça au milieu du parc serait bon délire, tu sais, des Stormtroopers qui viennent te voir, ils viennent Et te qui parler et t'arrêtent. tout. Ouais. Tu mettais un coup de pression. Ouais, c'est les rues de Paris en ce moment, hein, tu Ouais, sais. c'est clair. Ouais. donc voilà, je ne vous décris peut-être pas le reste de l'attraction, je ne sais pas. Non. Tu nous as assez mis la bouche comme Ok, ça. D'ailleurs, je voilà. suis obligé de prendre un peu d'eau dans ton Donc, verre. je ne vous ai décrit que le début de l'attraction, mais derrière, sachez qu'il y a plein de surprises et que ça s'annonce très immersif et très impressionnant. Mais on le répète, c'est pas 25 minutes le cul assis dans son ride. Non. Parce Non, que c'est un peu comme ça que faisaient sonner les différents certains articles. titres, effectivement. Non, c'est vraiment l'expérience globale. Donc c'est, imaginons qu'il n'y ait pas 4 heures de file d'attente, mais qu'il n'y a personne. Voilà, il y aura sûrement des scénettes parmi lesquelles vous passerez durant la file d'attente, puis un premier vaisseau, puis vous débarquez, puis vous montez dans un deuxième wagon, puis il y a tout un espace de débarquement derrière. Donc c'est l'ensemble qui va durer une demi-heure. Mais ça, c'est déjà gigantesque. Ouais, c'est énorme. D'un point de vue logistique, en fait, c'est ça a l'air d'être le bordel. Il faut Ah faire ben- passer les gens d'un endroit à un autre et tout ça qui est compliqué, quoi. Parce qu'autant dérouler une attraction d'une demi-heure si tu restes assis au même endroit, ça va, mais celle-là, c'est plus la logistique de ah bah non, il y a un enfant malade, attendez, ça prend 2 heures de retard et tu fais la queue 6 heures pour Tout à rien. fait. Surtout que les différents systèmes Ouais, il se fait éjecter par le Stormtrooper. technologiques, Tout est roleplay Yes. en fait. Il y en a un qui chiale, c'est une bam balle dans la tête. Squelette. Ouais, donc. je disais que il y aura différents systèmes, qu'il y aura des petits wagons qui sont donc trackless, donc il n'y a pas de rail. Il y aura a priori un mini système de chute libre. Enfin, il y a plein de choses qui font que potentiellement les premiers jours ça risque de tomber en panne pas mal. Donc il faudra s'armer de patience pour pouvoir profiter de cette Mais attraction. déjà, les premiers jours, tu nous disais que les billets ils étaient à $6,000, donc faut pas y aller. Il n'y a rien qui a été Voilà. officiellement annoncé Ouais. pour l'instant, mais effectivement les rumeurs vont bon train et on imagine qu'ils vont devoir vraiment monétiser l'entrée du land et bloquer un certain nombre de visiteurs parce que sinon ça va être totalement ingérable. Voilà. Donc, Donc, si vous voulez ouverture, aller à l'ouverture de Galaxy's Edge, vous avez 2 choix. Soit vous devenez millionnaire, soit vous devenez influenceur dans les 2 prochaines années. Exact. C'est ça. Bah, l'ouverture c'est cet été en Floride, donc va falloir se dépêcher. Ah ouais, ah bah vite. Pas en Floride, en Californie pardon. Mais comme le rappelait JB, vous n'êtes pas obligé d'attendre aussi longtemps. Il suffit d'aller dans la rue à Paris un samedi après-midi. Petit gilet jaune et puis voilà, le First Order il arrive. Hein. Voilà, très bien. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des news et donc du coup, c'est l'heure de la conclusion. Au boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Merci à vous, Phobos et Gibouille, d'avoir participé à ce podcast spécial news. Vu qu'il n'y avait pas un gros truc à discuter, on s'est permis de ne pas inviter quelqu'un, de rester entre nous, à bord du cockpit, comme ça, chiller avec un petit verre d'âme sec et un petit bâton de la mort pour discuter de à quel point Disney ne sait pas faire des jeux vidéo, des comics, mais peut-être ils s'en sortent bien sur les parcs d'attraction, alors on verra. Tant que le billet n'est pas officiellement à $6,000, on peut en discuter. Quelle est votre actu du moment avant que je passe des petits messages sur l'actu d'un trader? On va commencer par toi, Gibouille. Bah écoute, moi je travaille pas mal sur French Wargame Studio en ce moment, donc une chaîne YouTube consacrée au Wargame et à Warhammer. Je fais du montage, je fais du cadre, voilà, écoute, ça se passe bien. Et à côté, j'ai commencé mes recherches parce que je vais intervenir sur le hommage collatéral sur Terry Pratchett,
Donc il y a un auteur qui me tient énormément à cœur et César m'a mis la pression en me demandant de participer à l'émission. Très bien. C'est bien que tu recherches un petit peu. Pour rappel, moi j'étais dans les 2 épisodes sur George Lucas avec Rafik Djoumi, pardon. Alors, il va encore m'insulter sur Twitter. C'est une blague, Rafik. Marc, Alexis et donc César, il me semble. Phobos, l'actu du moment. À part lire Imagineering, un très beau cadeau qu'on t'a fait à Noël sur le développement des parcs Disneyland et des attractions. Donc, voilà, donc quand je dis la spécialiste, c'est qu'il y a une spécialiste. Je continue mes recherches aussi de mon côté. Assume le titre. Donc mis à part complètement me hyper sur les futurs Star Wars Land, eh bien je démarre un nouveau costume. Est-il Star Wars related? Eh bien non, il est Overwatch related. Voilà, parce que je suis en train de préparer un costume avec d'autres cosplayers pour normalement ma présence à la MCM Comic Con du mois de mai à Londres. Donc on croise les doigts pour que ça se fasse bien. Mais voilà, si jamais vous êtes londonien, peut-être me croiserez-vous là-bas au mois de mai. Si jamais vous êtes biélorusse, vous me croiserez sans doute bientôt, car je pars en Biélorussie pour le travail. C'est mon actu dans les prochaines semaines, avec un mois de février qui s'annonce chargé, puisqu'on a déjà le prochain épisode de Trider dans les cartons. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions sur ce podcast qui sera dédié à l'amour ou au couple dans Star Wars, puisque bah voilà, c'est la Saint-Valentin le 14 février, et vu qu'on n'est pas très originaux, on aime bien faire notre petit marronnier. Bon, l'avantage c'est qu'on pourra le faire qu'une fois, donc vous êtes sûr qu'en 2020 on va devoir faire autre chose, donc on espère qu'il y aura un épisode spécial de The Mandalorian où Jon Favreau nous racontera comment il a serré Scarlett Johansson dans Chef, mais... il y a plein de choses qu'on peut faire en tout cas. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais juste avant le podcast, Lego a annoncé des sets pour les 20 ans de Lego Star Wars. Et c'est aussi un podcast que je prépare, puisque la menace fantôme a 20 ans. Donc les premiers Lego ayant été dédiés à la menace fantôme, ils ont 20 ans aussi. Du coup, ils vont rééditer les vaisseaux de la prélogie en mieux. Alors, je me souviens que les premiers Lego Star Wars, c'était pas ouf. On en parlera dans le podcast dédié, parce que les sets qu'ils ont annoncés sont un peu pas ouf et pas forcément lié à ce qui se passe autour des 20 ans, donc je trouve ça un peu dommage, mais bref, voilà ce qui se passe dans ma galaxie à moi. Dans la galaxie d'Outrider, comme je vous l'ai dit, voici les deux, pas forcément les 2 prochains numéros, enfin si l'épisode sur la spéciale Saint-Valentin arrivera vite avec des invités de marque si tout se passe bien, et les autres je sais pas trop, on verra, en espérant que le prochain épisode news soit dédié au titre et qu'on trouve de nouveaux jingles d'ici là. Voilà, si vous nous écoutez et que vous faites de la musique, ou que vous mixez, ou que vous êtes fort dans la création de sons avec votre bouche, comme vous pouvez le voir, je ne le suis pas, donc n'hésitez pas à nous contacter en DM sur Twitter, ou partout ailleurs, dans la rue si vous nous reconnaissez. Évitez de nous agresser, mais ça peut être intéressant d'en discuter, voilà, pour avoir des nouveaux jingles. Ça nous tient à cœur. Et a priori, personne ne répond, donc je continue d'envoyer mes messages au sein de l'Holonet mondial. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast news qui doit être relativement court parce qu'on a pas mal speedé, mais en même temps, l'actu le permettait. Donc voilà, on sait très bien de toute manière qu'on va s'écharper sur le sens de Star Wars 9, sauf si c'est un truc hyper comme la clémentine orange que j'ai devant moi. Si ça s'appelle Star Wars 9, la clémentine orange, et ben on sait que ce sera à propos d'une clémentine orange et qu'on pourra pas parler de grand chose d'autre. Donc voilà, on verra bien. Il y a peu de chance, exclu Outrider, que ça s'appelle comme ça. Allez, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Des bisous. Bisous. Ciao. Bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on y